Les experts d'Europe 1 ce matin autour de la table, Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po, spécialiste du djihadisme, mais aussi Alexandre Cara qui va nous parler des répercussions politiques des derniers événements en France, et Anne Le Gall qui revient du salon Milipol, le salon consacré à la sécurité intérieure des États. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Jean-Pierre Filiu, bienvenue. On a donc une femme, une jeune fille visiblement, qui s'est fait sauter avec son gilet d'explosifs, kamikaze sans état d'âme. Alors on vous a déjà entendu raconter ce genre d'histoire sur la Syrie, mais voir ça aujourd'hui chez nous, est-ce que c'est un tournant? Est-ce que c'est encore un motif d'inquiétude supplémentaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le tournant sont les ceintures d'explosifs. Donc c'est déjà le 13 novembre. Ce qui veut dire que pour les unités d'intervention, les unités d'élite, on a un défi absolument formidable. Pour ce qui est des femmes kamikazes, eh bien ce quartier de Molenbeek, qui est en train de devenir tristement célèbre, et je suis très triste pour ses habitants, dès 2005, il était lié à l'envoi d'une kamikaze prénommée Muriel, en Irak, qui était morte donc dans un attentat contre les forces américaines. On a vu cette femme kamikaze, on sait qu'il y a des femmes dans le réseau qui ne sont donc pas des victimes, mais qui sont des éléments moteurs, actifs. Des éléments moteurs ? On a de fortes raisons de penser que dans le couple Hamedi Koulibaly-Hayat Boumedienne, Koulibaly était moins dominant qu'on ne pourrait le croire. Et Hayat Boumedienne a d'ailleurs été exfiltré très soigneusement par l'organisation à la veille des attentats de Charlie Hebdo via l'Espagne et la Turquie. Elle est aujourd'hui en Syrie avec tous les autres. Qu'est-ce qu'on a raté, Jean-Pierre Filiu, pour en arriver là? Vous le disiez, on n'a peut-être pas voulu voir ce qui se passait en Belgique avec cette Belge notamment il y a quelques années. Cela fait, j'en suis. C'est pour ça que vous sentez mon émotion. Moi, ça fait plus d'1 an que je mets en garde contre un 11 septembre européen. On peut faire ce qu'on veut en Europe. Tant qu'on n'a pas réglé le problème à la source, c'est-à-dire en Syrie, on courra de drame en drame. C'est vraiment la Syrie le moteur. Aujourd'hui, tous les radicaux qui sont en France ne passeraient pas ou moins à l'action s'ils n'avaient pas le feu vert, s'ils n'avaient pas le commandement, les ordres venant de Syrie? La tête du serpent est en Syrie. Les donneurs d'ordre sont en Syrie. La planification est en Syrie. Et la dynamique monstrueuse qui s'est déversée dans les rues de Paris vendredi soir, eh bien, elle a sa source en Syrie. On s'interroge aussi, Jean-Pierre Filiu, sur les mosquées salafistes en France. Manuel Valls dit qu'il veut fermer les plus radicales. Quelle est la part de fantasme et la part de réalité autour de ça? La justice, à la police de trancher. En tout cas, pour le spécialiste du djihadisme que je suis, du point de vue universitaire, l'influence des mosquées est marginale. Le basculement, la radicalisation, l'entrée dans la secte qu'est Daesh, le bien mal nommé État islamique, se fait par rupture, soit par conversion, soit par rupture avec l'environnement d'origine quand il est de culture musulmane. On sait d'ailleurs que la très grande majorité des informations et des signalements spontanés proviennent des musulmans de France, de Belgique et d'ailleurs. Alors on va parler politique. François Hollande l'a dit, pas question de renoncer au régional, et je me tourne vers vous, Alexandre Cara. Comment les partis politiques comptent-ils concilier ce contexte et la campagne? C'est très compliqué, évidemment la campagne ne sera plus la même. Le ministère de l'Intérieur a fait passer d'ailleurs des instructions aux préfets pour leur demander d'adapter les consignes de sécurité au cas par cas, en fonction des circonstances locales, mais aussi ils vont rencontrer les candidats pour les sensibiliser aux nouvelles mesures de sécurité. Mais alors les meetings justement qui peuvent rassembler des dizaines de milliers de personnes, peuvent-ils être maintenus? Non, ils ne vont pas être maintenus, beaucoup vont être annulés ou le sont déjà pour plusieurs raisons. D'abord parce que la question de la sécurité est bien là, il faut renforcer les mesures, policiers, vigiles, portiques. Il y a bien sûr la question aussi de savoir si les militants voudront se déplacer. Enfin, il faut ajouter à cela le changement de la façon de faire campagne pour beaucoup de candidats. Difficile ces prochains jours à la tribune de parler de TER ou de formation devant des salles inquiètes. Alors beaucoup de candidats envisagent désormais une campagne plus modeste, visite d'appartements, café-débat ou dialogue sur les marchés pour échanger avec des Français qui sont en demande de dialogue et d'explication. Bref, vous le voyez, ces attentats ont complètement modifié la physionomie de ces régionales. Jean-Pierre Filiu, est-ce que c'est une folie, vous qui connaissez bien la psychologie des terroristes, de tenir des réunions publiques en ce moment? Je crois que toute manifestation de discipline citoyenne, de cohésion républicaine, de sang-froid collectif est une défaite infligée aux djihadistes. Ils veulent que nous vivions sous leur ombre, sous leur emprise. Ils veulent dicter leurs priorités. Ils veulent nous imposer leur agenda. Il ne faut
pas céder, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas céder, mais le danger est là. Voilà, c'est un acte ce sont des paroles de résistants que vous tenez là. Tout à fait. Et c'est pour cela que l'appréciation individuelle et collective doit demeurer. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas céder à la panique de toutes ces rumeurs qui se répandent sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de trouver l'équilibre entre cette nécessaire vigilance et la cohésion républicaine. La France s'est formidablement comportée ces derniers jours. C'est une grande victoire. Ils voulaient nous précipiter dans la panique, peut-être dans une spirale de violence raciste avec des relents de guerre civile. Rien de tout cela n'est arrivé. Nous tenons bon et nous allons tenir bon. En même temps, on sent bien qu'il y a une intensification des frappes françaises, notamment en Syrie. Il y a cette opération spectaculaire avec des terroristes qui tombent, comme on l'a vu hier à Saint-Denis. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe va encore radicaliser les radicaux, en quelque sorte, qu'il faut s'attendre à une vague de départ vers la Syrie, ou au contraire, est-ce que ça peut en calmer certains? Calmer, non. Dissuader, peut-être. Ce qu'il faut, c'est arriver à perturber la planification terroriste. Ce qu'il faut, c'est reprendre l'initiative. Pour l'instant, ils sont en initiative depuis 1 an et demi. Ça n'est pas possible. Il faut que ça cesse. La solution se trouve aussi, sans doute, en partie du côté de l'innovation. On voit ça tout de suite avec Anne Le Gall. Anne, vous êtes donc allée voir du côté du salon Millipol, salon sur la sécurité des États, et vous avez trouvé un ballon qui va aider les forces de l'ordre. Oui, cette balle à la taille d'un pamplemousse, l'idée c'est de la faire rouler sur le terrain juste avant une intervention délicate, puisque cette balle est équipée de 4 caméras, des caméras haute définition, et donc ça permet de repérer précisément tout ce qui se passe à 20-30 mètres à la ronde, de jour comme de nuit, grâce aux infrarouges, tout cela sans exposer les équipes, et les images et le son sont ensuite transmis par Wi-Fi aux forces de l'ordre qui sont présents autour de l'intervention. Ça veut dire concrètement que ça pourrait servir aux unités d'élite, au RAID, à la BRI, au GIGN? Voilà, car cette balle pourrait être lancée juste quelques secondes avant une intervention, et ça permet de localiser très précisément une menace, et on peut aussi la faire glisser le long d'une fenêtre ou dans des canalisations au bout d'un filin. Donc ce ballon sera disponible début 2016 au prix de 15 000 €. Donc on voit la sécurité pour les forces de l'ordre aussi a plus que jamais un prix, et ça pose la question du budget que l'on alloue justement à ces forces de sécurité. Jean-Pierre Filiu, la technologie, l'innovation comme ça, est-ce que les djihadistes, qu'on regarde souvent un peu comme des moyenâgeux, sont équipés? Est-ce qu'eux aussi sont à la pointe de la technologie, ils ont des moyens? C'est du terrorisme post-moderne. On a un certain nombre de geeks qui ont rejoint Daesh, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient un peu avoir toute latitude. On est très frappé au niveau technologique de leur sophistication. Ils sont au même niveau que nous, voire meilleurs parfois? En matière de cybersécurité, je crois qu'ils peuvent en donner du fil à retordre aux administrations les plus madrées. On l'a vu avec les forces américaines dont ils ont pu pénétrer un compte de commandement. Anne ? Dans ce salon, on voit aussi beaucoup d'innovations consacrées à la reconnaissance faciale. Est-ce que l'extrême mobilité des terroristes, c'est inhérent à leur organisation ? Par définition, être en initiative, être en dynamique, c'est toujours avoir un coup d'avance. Donc si on arrive effectivement à pouvoir les signaler, les repérer, on saura sans doute un jour, et je pense qu'on va être atterré de comprendre la quantité d'allers-retours que les terroristes neutralisés ces derniers jours ont effectué. Et ça, c'est évidemment un sujet politique aussi, sur la porosité des frontières européennes. Merci à tous, Jean-Pierre Filiu. Je renvoie nos auditeurs à votre dernier livre, Les Arabes, leur destin et le nôtre, publié aux éditions de la Découverte.